Alors, on va parler de la situation sociale, plutôt dégradée, voire explosive au Congo-Brazzaville. Alors, en guise d'illustration, les agents du centre hospitalier universitaire, le CHU de Brazzaville, de nouveau en grève illimitée depuis mercredi dernier. Une précédente grève avait été suspendue le 10 août dernier, mais les revendications portant notamment sur le paiement d'arriérés de salaire n'avaient pas été satisfaites. Grève illimitée aussi du personnel de l'université publique, pour ne citer que cela. Maintenant, de quelle marge de manœuvre dispose aujourd'hui la puissance publique congolaise pour endiguer ces mouvements sociaux, y compris ceux qui sont en germe? Mais pour endiguer les mouvements sociaux, ce n'est pas la force. Aujourd'hui, le pouvoir utilise la force. Les militaires sont partout. Ils occupent tous les ronds-points de Brazzaville, dans les affaires. Ils bloquent partout. Vous éviter tout. Vous décrivez un état de guerre. Ah ben, c'est ça qui existe aujourd'hui à Brazzaville. Oui. Alors, pour endiguer... Vous confirmez, Brice Makosso, vous qui venez d'arriver de Brazzaville? Oui, il faut dire que les conflits sociaux sont réglés par... Est-ce que vous confirmez, je veux dire, ce déploiement de forces de sécurité, déploiement massif dans Brazzaville? L'armée est déployée au Congo-Brazzaville, ça fait très longtemps, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Brazzaville, un peu tout le reste du pays, le pays est militarisé depuis la guerre de 1997. Pardonnez-moi, Madame Jean, allez-y. Oui, donc, il faut payer les salaires. Ceux du CHU ne sont pas payés, les enseignants, les arriérés, pas seulement eux. Je vous informe que là, nous sommes dans le 10e mois, dans le 9e mois de non-paiement des pensions des retraités de la fonction publique. Et quand ils sont revenus la fois dernière, résultat, nous pourrons envoyer l'armée, de peur que les retraités ne marchent dans les rues de Brazzaville. Donc partout, c'est comme ça. Et les infirmiers sont en grève. Allez à Brazzaville, le CHU de Brazzaville, la grève quasiment fermée. Les malades se dirigent vers les autres hôpitaux. Il y a une flopée de malades telle qu'il n'y a plus suffisamment de place. Les gens sont à même le sol dehors. Et il y a des gens qui meurent comme ça. La mortalité a explosé à cause de ces situations-là. Donc c'est très grave la situation sociale d'aujourd'hui. Si on ne ménage pas cette situation en réglant ces arriérés, de payer ces gens-là, je vous assure que ce sera une éclosion sociale. Pourquoi ces arriérés, vous qui avez été ministre des Finances, est-ce que c'est lié au fait que les finances ne sont pas disponibles pour régler les obligations régaliennes de l'État? Mais parce qu'on a fait des dépenses qui n'avaient pas de lieu d'être par rapport aux dépenses souveraines. La mauvaise gouvernance budgétaire, les détournements, la corruption, les dépenses inutiles dans les... Le paiement des soldes des fonctionnaires, ça fait partie des prévisions budgétaires dans un pays. Regardez, le Congo s'est mis à prêter de l'argent aux autres États africains. Ce n'était pas budgétisé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de trace dans les comptes d'État. Il y a toute une liste, je peux vous en citer, que le Congo s'est mis à prêter de l'argent aux autres États africains. Notamment la Côte d'Ivoire. Notamment la Côte d'Ivoire, alors que le Congo n'a pas d'argent. Pourquoi cette politique de prestige? Le Congo s'est mis à augmenter des salaires de tous les députés, les ministres. On a fait des augmentations partout. Et les miliciens, oui, les milices qu'on paye, les mercenaires qu'on embauche ici et là, pour les besoins de la cause, tous ces gens-là, un coup, voilà qui a mis en cause. Et la mauvaise gouvernance, je vous assure que c'est ça qui met en cause, alors qui a asséché la liquidité de l'État. Et étant donné que l'État, d'un des principaux fournisseurs, principaux clients de l'économie congolaise, évidemment, est asséché, et les paiements ne circulent plus, beaucoup d'entreprises ont fermé, notamment des entreprises au niveau de Pointe-Noire, qui est la capitale économique. Voilà la situation sociale. Et je vous dis, à Brazzaville, encore ce matin, les gens m'ont appelé pour dire, mais tu rentres quand? Et ici, vraiment, on ne peut plus. On ne peut plus. C'est très grave. Et pendant ce temps, les prix ont flambé. Non seulement parce qu'il n'y a pas de liquidité, vous savez, quand l'offre ne subsiste pas, et des régions comme le Pôle, qui étaient les grands pourvoyeurs de Brazzaville en fruits, en légumes et autres, ne produisent plus. Après 340 villages qui ont été saccagés dans ce département-là, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. C'est ça qui explique la crise sociale. Et il faut l'arrêter. Brice Makosso, quel regard vous portez sur cette situation sociale, vous qui êtes un observateur attentif de l'évolution des situations sociales dans votre pays? Est-ce qu'on a affaire là à une situation particulièrement tendue et préoccupante? La situation, elle est très préoccupante depuis la baisse des prix des matières premières. Il faut dire que le gouvernement n'a pas joué à la précaution.
le gouvernement a géré sans se rendre compte que les prix du baril étaient fluctuants. Alors, il s'est trouvé que le gouvernement s'est mis à s'endetter, à faire des préfinancements, en espérant, tel que je l'ai dit tout à l'heure, à l'augmentation de la production pétrolière. Mais lorsque le gouvernement se disait on peut emprunter, on peut faire un préfinancement, c'était sur la base de $100 le baril. Et avec l'augmentation, donc la mise en production du gisement de Moho-Nord. Ça suffit à expliquer le fait qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs mois d'arriérés de salaire des fonctionnaires notamment. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le pays n'a plus d'argent, le gouvernement n'a plus d'argent. Donc, avec la baisse des prix du pétrole, enfin, nous ne vivons que du pétrole. Oui. Avec la baisse des prix du pétrole, avec toutes les cargaisons qui ont été préfinancées auprès de Glencore, de tous les autres, de Glencore, ainsi de suite, il faudrait également se souvenir que, je l'ai dit au début de l'émission, que la République du Congo a un accord avec la Chine. Nous avons l'obligation d'envoyer vers la Chine 37% de notre production pétrolière pour pouvoir régler 37% de la production pétrolière pour pouvoir régler la dette des infrastructures. Donc, nous avons de la dette, nous sommes acculés et les revenus, il n'y en a plus. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'on parle de diversification de l'économie. Ça reste finalement des vœux pieux ou ça reste au niveau du discours. À quoi a servi, par exemple, la politique de l'économie forestière dans votre pays depuis 20 ans? Non, mais il faut dire que la question de la diversification de l'économie, le Congo n'est pas le premier pays à tomber dans ce piège. Nous sommes dans une mentalité de rente. Oui. Il n'y a pas que nous, hein, il y a le Gabon, tous les autres pays. Et le terme de la maladie hollandaise, ce n'est pas la maladie congolaise. Donc même les Pays-Bas étaient concernés par cette situation. Donc il va falloir, tel que je l'ai dit, changer la culture, sortir de la mentalité de rente. Et tant que nous ne sortons pas de la mentalité de rente, je crois qu'on va être dans la même situation. Il faut commencer à oublier le pétrole pour envisager le développement. Déjà aujourd'hui, tout le monde parle de changement climatique, mais nous, on n'en parle pas. Nous parlons de changement climatique juste pour dire qu'il ne faut pas couper les arbres. Mais aujourd'hui, la culture pétrolière les énergies fossiles, les gens, ils sont en train de travailler pour dépasser ce modèle de développement. Et en Afrique, nous n'avions pas encore démarré la réflexion sur le changement de modèle de développement. Et pourtant, au niveau des discours, on entend beaucoup parler de l'engagement du Congo aussi. L'engagement du Congo, ça s'arrête au niveau des forêts. Oui. Nous ne sommes pas en train de réfléchir pour arrêter la production pétrolière et se tourner vers une autre forme d'économie. Donc, révolution mentale, révolution culturelle, dites-vous. La réponse est forcément politique. Matin, on va parler de la situation politique en quelques minutes. Situation politique qui n'a pas connu d'évolution favorable depuis 2 ans, depuis le référendum controversé. Les acteurs politiques, y compris des candidats à la dernière présidentielle, toujours incarcérés. Des actes lourds d'intimidation répétés à l'encontre d'autres opposants en liberté surveillée. Je pense évidemment à Charles Boao, à Claudine Mounari, à d'autres bien sûr qui ont subi encore, Charles Boao et Claudine Mounari la semaine dernière, des intimidations des forces de sécurité, sans compter évidemment les violences en cours dans le département du Poul. Comment se fait-il que vous n'avez pas été arrêté, vous, incarcéré? Oui, parce qu'il y a ceux qui ont été arrêtés et incarcérés, il y a ceux dont la maison est prise d'assaut régulièrement par les forces de l'ordre, ceux qui sont pratiquement gardés en résidence surveillée pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais vous, on a l'impression que finalement... Mais vous oubliez que je suis resté pendant 2 ans sans quitter ma maison. Non, mais je parle évidemment depuis 1 an, depuis un an, ils ont présenté... On a l'impression qu'on vous a relâché un peu, qu'on s'est concentré sur d'autres acteurs politiques. Oui, nous nous sommes séparés. Parce que vous n'avez pas voulu aller à l'élection, peut-être que vous avez moins inquiété le pouvoir. J'ai refusé d'aller aux élections pour mener notre politique, les autres n'ont pas suivi. Oui. Ceux qui sont allés aux élections, c'est ceux-là qui ont des problèmes avec leurs compagnons d'élection. C'est ça. Voilà, c'est tout. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que disait diriger un pays, ce n'est pas une question de mentalité. On dirige un pays lorsqu'on a un projet politique donné. La diversification économique, ce n'est pas une question de verbe. Les gens qui disent aujourd'hui c'est une propagande au Congo, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais une culture politique peut aussi produire une mentalité collective. Oui, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire diversification. Moi, je suis un économiste. Par conséquent, quand j'entends des choses comme ça me révolte. Parce qu'il faut avoir un projet.
Il n'y en a pas au Congo. Oui. Il y a un État qui est là, ils font des programmes absolument bidons, qu'on appelle projet pour l'avenir, pour le développement, qui n'ont aucun contenu. Il faut avoir un projet. Nous sommes un pays de 4,5 millions d'habitants. Quel modèle économique mettre en place? Moi, j'en ai proposé un. Tout à l'heure, je disais à Makosso, j'ai un projet. Quand je voulais me présenter à l'élection présidentielle 2016, j'ai un projet que j'ai édité ici, que tout le monde connaît. Il n'y a pas que le modèle économique quand même. Il y a aussi, je pense, des pratiques, il y a une sorte de comportement. Mais lorsqu'on a un modèle économique... C'est ce qu'il appelle, une mentalité collective. Non. Lorsqu'on a un modèle économique... Il y a une culture de gouvernement donc, mais écoutez, qui produit la culture sociale. L'économie, c'est une politique et une pratique. Vous avez la politique économique définie, vous avez la pratique pour mettre ça en œuvre. Mais vous pouvez avoir le meilleur modèle économique si ceux qui l'appliquent ne sont pas vertueux, évidemment, ils diffusent forcément une culture particulière au sein de la population. Non, monsieur, lorsque vous avez la direction de l'État, vous avez avec vous des cadres, vous avez avec vous une population, des administrations et tout ça, qui vont mettre en œuvre une politique. Oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question de mentalité, non, c'est pas ça. Ça se aussi un projet. Que le projet. Le projet, il a annoncé un projet, ses ministres l'appliquent. Non, non, ça donne le résultat que rien du tout. Quelle est leur culture de gouvernement? Il n'a aucun projet, sinon son seul projet, c'est de se maintenir à tout prix au pouvoir. Pour en mourir, c'est tout. C'est le seul projet de Sassou Nguesso. Le reste, là, c'est de la propagande pour rien. Ça ne signifie rien. Voilà pourquoi nous voulons au Congo qu'il y ait absolument qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse pour mettre en place une vraie politique. Et c'est ça. Quels sont les actes que vous posez en tant que président du collectif des partis de l'opposition pour mettre la pression sur le gouvernement pour ne serait-ce qu'obtenir la libération de ces acteurs politiques aujourd'hui incarcérés? Mais les actes que nous posons, nous informer l'opinion d'abord, nationale comme internationale. Et ensuite, nous faisons des propositions, parce que le pays est tendu. Nous faisons des propositions au gouvernement. Il faut détendre la situation dans c'est plutôt un durcissement là. Pour détendre, il faut sortir les prisonniers politiques. Il faut les sortir, ils n'ont rien fait. Le fait de battre aux élections, ce n'est pas un délit. Il faut les sortir. Il faut arrêter d'aller dans le pôle. Et ensuite, il faut accepter, il faut écouter, parce que c'était la différence. Et en ce moment-là, dans la concertation, nous trouvons des solutions. Mais ils ne vous écoutent pas. Alors. Et ils ne nous écoutent pas, nous nous battons pour ça. Voilà la raison pour laquelle nous avons décidé d'accélérer l'implantation, la consolidation de nos partis, de mobiliser davantage le jour où le peuple congolais comprendra que la solution se trouve à ce niveau-là. Quand le peuple sera mobilisé, il sera obligé de... Est-ce que vous écoutez les mouvements de la société civile comme celui de Brice Makosso? Parce que ce sont aussi des mouvements qui sont nés, je dirais, de... comment dire, je ne vais pas dire la faillite de certains acteurs politiques, mais en tout cas, je dirais du recul de l'influence des partis traditionnels. Ah non, moi je les soutiens parce que dans un pays, en dehors des partis politiques, il faut que la société civile s'organise. Moi j'ai admis ce qui se passe en RDC. Je voudrais que notre pays dispose d'une société civile aussi solide, qui a des pieds sur terre, qui travaille beaucoup comme ils font. Moi j'ai toujours soutenu la société civile quand elle va dans le bon sens. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous les soutenons et j'ai toujours demandé à mes amis... Parce qu'ils vont parfois dans le mauvais sens? Mais il y a la société civile, au Congo, il y a une société qui est contrôlée par le pouvoir. Oui. Ah, d'accord. Qui est contrôlée entièrement par le pouvoir. Bien sûr. Ceux-là, nous, on ne s'occupe pas de ceux qui sont là, dans cette société civile-là. Mais par contre, cette société civile nous intéresse énormément. J'ai toujours dit à mes amis, il faut la soutenir. Quand on peut faire quelque chose, faisons-le. Parce que par eux, au moins, l'opinion est informée. Par eux, il y a une voix qui écrit, qui demande ceci, il faut les soutenir. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Mathieu Jean. Juste une question. À votre retour au Congo-Brazzaville, quel est le premier acte politique que vous allez poser? Ne serait-ce que samedi? Mon premier acte, nous allons faire une rentrée politique. Oui. C'est pour ça qu'on fait une conférence. Vous allez faire un dialogue? Nous allons nous retrouver. Un dialogue avec le pouvoir. Oui, je sais pas, vous allez proposer par le dialogue, c'est ça? Il y a longtemps que nous proposons le dialogue. Nous le proposons et nous formulons des éléments nouveaux de ce dialogue-là, la nécessité d'y aller. Enfin, vous allez dire la même chose que vous dites depuis 2 ans, au fond. Pas la même chose, nous faisons des propositions concrètes. Oui. Et nous allons prendre des initiatives pour que cela devienne une réalité. Si ce n'est pas une réalité, je vous dis que notre pays va droit dans le... Est-ce qu'il est supportable qu'il y ait encore des acteurs politiques aujourd'hui qui sont en prison, incarcérés, évidemment, quand on sait très bien, je veux dire, sur quoi se fonde cette incarcération?
Mais justement, nous ne comprenons pas, nous demandons leur libération parce que l'incarcération ne se justifie pas du tout. Oui. Et nous nous disons... Alors, si vous demandez la libération depuis des mois et que cela ne se fait pas, ça veut dire que finalement, votre collectif de partis d'opposition n'a absolument aucune influence. Ça nous empêche de nous écouter. Oui. Moi, je suis militant depuis des années. J'ai commencé ici, dans le jardin d'étudiants congolais qui était en France, j'étais président. J'étais vice-président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire. Quand je suis rentré au pays, au Congo, il y avait le monopartisme. On nous a interdit de créer des partis. Oui. C'est seulement en 1990 que nous sommes sortis de l'ombre pour créer des partis politiques. C'est là que j'ai créé le premier parti. Bien sûr. Des gens issus de cette mouvance-là. Est-ce que vous êtes toujours aussi combatif que lorsque vous militiez en tant que militant panafricain? Absolument, toujours. Sinon, j'ai abandonné la politique. Oui. Merci Mathieu Nzon. Brice Makosso, une conclusion. Alors finalement, on va évidemment suivre, hein, parce que c'est un processus qui est enclenché, hein, cette discussion entre le FMI et le gouvernement congolais. Est-ce que vous en percevez une certaine une issue probable? Est-ce que vous avez un scénario possible, envisageable? Malheureusement, l'issue probable, c'est au prochain conseil d'administration du FMI. Si évidemment le gouvernement accélère les discussions avec le FMI pour que le conseil de février adopte un programme avec la République du Congo, c'est ce qui serait souhaitable pour tout le monde. Entre-temps, je crois que la difficulté, elle est là, et il va falloir que les Congolais se mobilisent pour demander beaucoup plus de responsabilités politiques, que les Congolais se mobilisent pour demander qu'il y ait la paix dans le pays. Quand je parle de la paix, ça veut dire, ce n'est pas le silence des armes, hein. Quand je parle de la paix, il faut dire que chacun ait droit à un bout de pain pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de ses enfants. Alors que les hommes politiques nous ont habitués à la définition de la paix comme absence de guerre. Et je le répète, je le redis, le Congo ne sortira pas de cette situation tant que les citoyens ne seront pas mobilisés. Et les partis politiques traditionnels aujourd'hui ont fait faillite. Il va falloir que les citoyens se mobilisent, que les citoyens prennent leur destin en main. Ce n'est que comme ça que nous pourrons évidemment nous en sortir de cette situation. Merci Brice Makosso. Mathieu Nzon, une conclusion? Oui, je crois que la situation du Congo est très grave et ne fera que se dégrader si rien n'est fait. Et là, le problème avec le Fonds monétaire sera signé, puis le Congo manque de Fonds monétaire. Mais ce n'est pas la solution. La solution, dans ce que nous proposons, la démarche que nous proposons est la seule qui puisse nous conduire à stabiliser le pays, qui puisse nous conduire à régler les problèmes. Il faut établir... Pour vous, la solution est d'abord politique, en fait. D'abord politique. Mais la politique au-dessus de tout. S'il n'y a pas de consensus politique, nous n'y ferons rien. Il faut établir dans le pays un compromis politique qui soit acceptable par tous. Et c'est ce compromis politique qui permettra de mettre en œuvre des solutions consensuelles qui permettront au Congo de sortir de la crise. Il n'y a pas une autre voie. Aujourd'hui, c'est celle-là qu'il faut suivre. Et le peuple ne sera mobilisé que sur cette base-là. Si vous mobilisez le peuple, n'importe comment, vous l'envoyez à l'échafaud, vous l'envoyez à la mort. Alors, on ne peut pas faire ça. Il faut s'organiser. Il faut que le pouvoir comprenne que si lui n'accepte pas ce que nous proposons, alors il va droit dans le mur et aux conséquences désastreuses pour tout le monde. Est-ce que vous avez envoyé une lettre au FMI dans ce sens? Mais nous n'avons pas écrit au FMI. Le FMI sait ce que nous publions. Le FMI reçoit ce que nous publions. Il reçoit nos propositions, nos conclusions. Et le FMI, c'est composé d'experts, des techniques, des techniciens qui savent lire ce que nous proposons. Et quand nous écrivons, c'est également en technicien, en expert que nous le faisons. Donc on se comprend entre nous.